Elle va se battre contre des figures pour toujours et elle va devenir super énervée et elle va vraiment vivre une expérience très intense en essayant d'y arriver. Mais c'est juste le genre de personne qu'elle est. Elle est super intense avec tout. Donc je l'ai vue frapper la planche côté grip, en saignant, se frapper le visage. Et tout le monde se dit qu'elle est tellement importante parce qu'elle apporte au skateboard féminin cette perspective de passion et de pure authenticité. Elle est peut-être petite, mais c'est la personne la plus intimidante et effrayante avec qui j'ai jamais filmé, c'est sûr. Je ne veux pas donner l'impression qu'elle est un monstre, car en la rencontrant, c'est l'une des personnes les plus adorables, mais elle a comme un interrupteur en elle. Pour moi, Alexis est la meilleure skateuse. J'ai entendu dire que tu n'as pas la partie de ton histoire où ils sont tombés dans la drogue. Je ne me suis jamais laissée entraîner là-dedans. Je n'ai jamais été ivre, je préfère manquer de sommeil. Ça te fait vraiment bien halluciner. Je veux dire, c'est la meilleure. J'ai grandi en la regardant et ce qu'elle a fait et continue de faire est tout simplement incroyable. Alexis et moi, on a un respect mutuel l'une pour l'autre parce qu'on vient un peu de la même époque dans le patinage, même si elle a au moins 10 ans de moins que moi. Elle incarne tout ce à quoi beaucoup d'entre nous aspirent dans le skateboard, comme l'artiste, l'architecte, et elle déchire depuis des décennies. Je pense que ce qui est encore plus inspirant, c'est que maintenant qu'elle a vraiment accompli tant de choses dans tellement de domaines, c'est presque comme un territoire inconnu. Salut, ça va? Bienvenue dans Epically Lettered. Nous sommes à Montclair, New Jersey, dans un skatepark conçu par Alexis Sablone. C'est vraiment génial et très conceptuel. On voit que ce skatepark plaît beaucoup, il semble très amusant. Je suis ravi de faire un épisode avec elle. J'ai l'impression qu'elle a eu une carrière où il se passe bien plus de choses pour elle que simplement le skateboard. Et je ne veux pas dire sous-estimer, mais pendant longtemps, les gens ne pensaient pas vraiment à elle. Et puis, quand tu regardes les images, tu regardes ces parties, tu vois 20 ans de skate incroyable et quelqu'un qui donne tout, qui fait du skate de façon intense, que ce soit pour des graphismes de planches, un skate shop, la conception d'une chaussure ou la construction d'un skatepark. Elle est bien plus qu'une skateuse. Voilà, c'est l'épisode sur Alexis Sablone, j'espère que ça vous plaira. D'accord, on est à Brooklyn et c'est mon studio. Pourquoi, en tant que skater pro, as-tu besoin d'un studio? Je suis designer et artiste et je crée toujours des choses. Je viens de Old Saybrook dans le Connecticut. C'est une petite ville. J'ai commencé à faire du skate au milieu des années 90. J'ai juste vu des gamins dans un parking un soir. Je n'avais jamais vraiment vu de skate avant ça et j'ai tout de suite été intéressée. À 10 ans, j'ai eu un skateboard. Au centre commercial, je me suis fait percer les oreilles chez Claire's, puis j'ai choisi mon skateboard au skate shop. Oui, mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans, donc j'étais surtout chez ma mère. Et il n'y avait rien du genre « Oh, le skateboard, c'est pour les garçons ». Je portais, je sais pas, des sous-vêtements G.I. Joe et tout ça, je sais pas. Ce n'était pas... Je pense qu'à ce moment-là, ils savaient déjà comment j'étais. Je pense que je suis introvertie, je sais pas. J'étais timide, mais je pense que c'est en partie pour ça que je me suis tournée vers le skateboard. C'était un sujet sur lequel je pensais pouvoir travailler. Je ne sais pas, je suis juste devenue obsédée. Il y avait ce skatepark à environ 1 heure de chez moi, qui était aussi un skate shop appelé Eastern Pulse. J'y suis allée un week-end et j'ai rencontré Trevor. Comment est-ce que je connais Alexis? Elle est probablement ma plus vieille amie. À cette époque, je pense que le fait qu'elle soit une femme a vraiment presque dérouté les gens. Je ne sais pas si elle s'en souvient ainsi, mais dès qu'on arrivait là où il y avait d'autres skaters, tout le monde s'arrêtait pour regarder ce qui allait se passer. Je suis allée à Woodward et j'étais dans un groupe d'instruction avec Zered Bassett, Eli Reed, Jeremy Rogers. Quand je faisais du skate, les gens disaient « Oh mon Dieu, c'est la fille », car il y avait environ 600 garçons. Et elle était vraiment douée. On voyait déjà à cet âge qu'elle avait quelque chose de spécial. Elle était aussitôt avec les pros. Tout le monde l'adorait. Elle avait ce charisme. Il n'y avait aucune skateuse que je connaissais
Seulement Elissa Steamer en vidéo. Zoo York Mixtape a été ma première vidéo. Et peu de temps après, Toy Machine Welcome to Hell. Elissa, je pense que j'étais déjà un peu comme une petite peste compétitive ou quelque chose comme ça. Et je me disais, je vais être aussi douée. Enfin, je ne sais pas. J'avais juste cette attitude bizarre où à l'époque, je refusais de la mettre comme ma préférée. Mais je pense que c'est elle qui m'a le plus marquée. Je crois que pour Toy Machine Welcome to Hell, on aurait dit que tu étais la seule fille. Oui. Tu attendais que quelqu'un de nouveau arrive. Je ne dirais pas que j'attendais quelqu'un de nouveau, mais plutôt que j'en redoutais l'arrivée. Tu sais, parce que je ne pensais pas qu'il y avait assez de place pour plus de femmes ou, tu sais, de diversité dans le skate. Tu vois ce que je veux dire? Je me disais, oh, si quelqu'un d'autre arrive et qu'elle déchire plus que moi, alors je vais juste disparaître ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, j'étais vraiment emballée par elle. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle était super cool, très timide. Mais quand la vidéo de PG Lad est sortie, j'étais à moitié terrifiée parce qu'elle était tellement douée. À l'époque, il n'y avait même pas de place pour ça, donc elle n'a pas tort. Maintenant, il y a de la place pour une fille dans chaque équipe. Voilà jusqu'où nous sommes arrivés. Elle est comme l'original. Personne ne pourra jamais reproduire ça. Je me souviens qu'elle avait une séquence dans le magazine. Elle a fait un kickflip front 50 sur cette rampe. Je me souviens avoir vu cette rampe et pensé, je ne pourrai jamais faire ce trick. Mais je me suis dit, waouh, elle est trop forte. Ma grande sœur débutait l'université à Boston et j'avais toujours ce papier avec le numéro de Jeremy Rogers. Je l'ai emmené et appelé d'une cabine à Boston. « Salut, c'est Alexis, je suis à Boston. » Alors on s'est retrouvés et il m'a emmené au Coliseum et c'est là que j'ai rencontré tout le monde. C'est ce jour-là que j'ai aussi rencontré PJ et c'est là que tout a commencé. Et après ça, je me suis rapprochée de PJ et il venait me chercher à l'école tous les vendredis, puis il m'emmenait à Boston et je skatais à Boston chaque week-end. Il devait y avoir environ 4 heures de route jusqu'à Boston, mais PJ conduisait comme un fou, enfoncé dans son siège, semblant dormir, et il roulait à près de 200 km à l'heure tout le trajet. Tout le van tremblait. Du coup, on arrivait vraiment vite. C'est là que j'ai rencontré Alexis. Je crois qu'on skatait pour Élément. Donc, il y avait un lien entre nous. On skatait beaucoup ensemble. J'ai eu mon permis et je conduisais partout. Je skatais avec tout le monde. C'est pour ça qu'on a filmé une grande partie de cette vidéo. J'étais motivé à conduire, skater, emmener les gens et réunir l'équipe. Tout de suite, tu savais qu'elle irait loin. Tu savais qu'elle allait devenir l'une des meilleures. Je crois qu'ils se sont simplement influencés mutuellement comme moi avec PG. Il y avait une flamme comme personne d'autre et quand tu étais autour de ça, il n'avait rien à faire. C'est qu'il était tellement fort devant toi qu'il te faisait honte de ne même pas essayer. Je pense qu'elle s'est améliorée encore plus rapidement en étant à ses côtés. Je n'aurais même pas pu te nommer beaucoup de figures à l'époque. Tu sais, j'étais juste là à me demander « qu'est-ce que je regarde ?» C'est dingue. Qui a réalisé cette vidéo? C'était les propriétaires de Coliseum, Matt et Artie. Et ensuite, Dave Corden était le caméraman. Je voulais juste filmer, tu sais, et PJ voulait skater. C'était vraiment comme le meilleur moment de ta vie, vraiment. Donc Alexis, c'était juste intense. Un exemple parfait. Cette vidéo d'Alexis qui skatait les marches Rinch et Latin se prend de grosses chutes. Et tu te demandes si ça va. Elle répond « Je vais bien ». Elle remonte aussitôt les marches pour recommencer. Tu te dis « Merde, j'ai rarement vu des gens comme ça ». Alors laisse tomber le fait d'être une fille et tout ça. C'était juste « Merde, c'est vraiment impressionnant ». Alexis était tenace. Elle commençait à essayer une figure, elle allait y arriver. J'ai vraiment respecté ça. On dirait que c'était un peu comme la première vidéo virale. Tu te rappelles, la cassette annonçait 1 million d'exemplaires. Je suis sûr qu'ils n'ont pas vendu 1 million d'exemplaires, mais 1 million de personnes ont vu cette vidéo, c'est certain. J'ai entendu parler d'Alexis pour la première fois, alors que je faisais du skate dans mon jardin. Je devais avoir 10 ans, je crois. Le meilleur ami de mon frère, qui habitait près de nous, faisait aussi du skate et avait la vidéo « La merveilleuse horreur de la vie de PG Lad ». Un jour, il m'a demandé « Tu connais Alexis Sablon ?» J'ai répondu « Non ». Il m'a dit
Il y a une autre fille qui fait du skate là-bas. J'ai répondu, oui, peu importe. Il a dit, d'accord, attends, puis a avancé la VHS jusqu'à sa partie. Là, j'ai été très impressionnée. Ça a vraiment changé ma vision du monde, simplement parce que Alyssa était la seule skateuse dont j'avais jamais entendu parler. Je savais qu'on filmait, mais ce n'était pas du tout mon ressenti. J'étais juste là, waouh, je suis avec une équipe de gens, on va dans des villes, on filme la nuit et on travaille sur quelque chose. Mais je ne pensais pas vraiment au résultat final, ni au fait que ça allait devenir une vidéo diffusée dans le monde. Je me suis dit, waouh, elle a des trucs en flip et un flic impressionnant. J'ai aussi adoré la chanson. Je sais que j'ai oublié quelle chanson de rap, mais je me suis dit que j'en voulais vraiment une. Je n'ai pas vu ma partie avant la première, et puis c'était genre « Hey, Mambo », et je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Genre Hey, Mambo. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Quand c'est sorti, ça a fait l'effet d'une vague dans le monde du skate, partout dans le monde. Tout le monde avait les yeux rivés sur cette vidéo, et surtout sur la partie de PJ. C'était tout simplement révolutionnaire pour l'époque. Elle a brièvement écrit pour le cabinet. Tu t'en souviens? Nous sommes justement à la fin de la réalisation de la vidéo du cabinet, Can't Stop. Et Claribel filmait la plupart des scènes et il a filmé quelques trucs d'elle. Et puis il disait « Oh, cette fille déchire, blablabla. Bla, bla. » Et moi j'ai dit « Eh bien, ce serait cool de la mettre dans la vidéo, etc. » Donc je ne pense pas qu'on ait eu quoi que ce soit de plus. Je sais qu'elle est venue à Los Angeles un moment. On a failli ne pas lancer la marque après la sortie de la vidéo. C'était une skateuse incroyable, mec, et elle l'est toujours. Donc oui, j'ai fait du skate pour eux pendant un moment, et je pense que je skatais encore pour eux quand ils ont fait faillite. Les femmes avaient d'autres opportunités dans le skate à l'époque, et elles n'avaient pas les mêmes opportunités que PJ et ces gars-là. Je crois que la vidéo du Coliseum est sortie. C'était un grand événement. Tout le monde est parti et je me suis demandé que vont-ils faire là-bas. Je n'avais pas envie de vivre en Californie à faire du skate tout le temps. Je voulais en faire quand j'en avais envie, aller à l'université, étudier l'architecture. Je voulais vivre à New York. Je savais que le skate féminin allait devenir quelque chose de grand à l'époque. Je le sentais intuitivement, mais l'industrie n'avait pas encore évolué au point où je pense qu'Alexis l'imaginait. C'est l'un des problèmes quand on est trop en avance sur son temps. Je faisais encore comme Stacy, pro depuis 2 ans, et gagnant tous les concours avant d'avoir sa propre planche, mais cela ne se faisait plus à cette époque. Personne n'avait évoqué l'idée de devenir pro ou quoi que ce soit de ce genre, comme me donner une planche ou me payer. Je pense que je me disais juste, bon, il faut que je progresse. C'est tout, c'est pour ça que personne ne m'offre ça. Honnêtement, ce n'est que des années plus tard que j'ai compris. Il a vraiment fallu qu'il y ait une génération derrière moi et que je vois. Voir ces filles, ça facilite la reconnaissance chez autrui et fait se demander, elles sont talentueuses, pourquoi n'ont-elles pas ces opportunités? Et ressentir une certaine amertume ou colère pour elles. Je pense que c'est ça qui est arrivé en premier. Puis je me suis dit, oh, mais attends, et moi alors? En fait, c'est vraiment pas normal. La visibilité, ça compte au final, tu sais. Et si tu ne vois pas que quelque chose est possible, tu ne sais même pas que tu pourrais le demander. Oui, je suis vraiment folle des modèles, comme celui-ci qui est presque juste une boîte, mais j'adore juste construire des maquettes et les regarder beaucoup trop longtemps. Et cet espace ici, parce que j'ai dû construire toutes ces étagères et cette mezzanine. Et quand je suis arrivée ici, c'était juste cet espace vide et je n'arrivais pas à me décider sur comment je voulais organiser les choses. Donc, je te jure que pendant quelques jours, j'étais juste là avec cette petite figurine qui est en gros moi et je restais là à regarder, à essayer de comprendre quoi faire. Il semblait juste qu'elle allait toujours aller à l'université, suivre des études, prendre ce genre de chemin. Bricolage, l'école a vraiment commencé à prendre le dessus, surtout quand je me suis de plus en plus intéressée à l'architecture. J'avais un atelier d'architecture chaque semestre et c'était tout ce à quoi je pensais. C'est encore un thème étrange dans ma vie. Quand j'ai des projets, je deviens vraiment obsédée et je peux ne pas dormir pendant des jours et c'est vraiment mauvais. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de m'améliorer. J'avais une couverture sous mon bureau à l'atelier, donc le skate arrivait seulement si j'avais une présentation et quelques jours où je n'avais rien à rendre.
Elle a vraiment un esprit fascinant, où tu vois qu'elle a à la fois un esprit mathématique et un esprit artistique. Elle va se coucher tard, se réveille et commence directement à illustrer. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de gens aussi intelligents qu'elle, mais elle est autant intelligente sur le plan académique qu'émotionnel. C'est un génie. Elle skatait toujours au même niveau tout le temps, tu vois. Donc, je pense qu'il y a cette perception qu'elle a disparu puis qu'elle est revenue, mais en réalité, rien n'a changé. C'est juste qu'elle a mis son énergie ailleurs. Et c'est après l'université que j'ai commencé à participer à des concours de skate parce que je me suis dit que je ne voulais pas d'un travail classique et que je voulais juste être artiste. Donc, je travaillais dans des restaurants en ville, j'essayais de réaliser mes projets et je me rendais compte à quel point c'était épuisant et difficile. D'une manière ou d'une autre, j'ai entendu parler de la Maloof Money Cup et je me suis demandé ce que c'était. C'était un concours et on m'a dit que la récompense pour les femmes était, je crois, de 25 000 $. Et là, je me suis dit, 25 000 $, c'est une somme qui change la vie. Il faut absolument que je participe à ce concours. Donc, j'y suis allée et j'ai pu skater. C'était ma partie préférée, car je me suis toujours demandé qui était Alexis Sablon. Elle ne participait à aucun concours, elle n'apparaissait dans aucune vidéo. Je ne la voyais pas et n'entendais plus parler d'elle. Puis, il y a eu la Maloof Money Cup. À l'époque, des mecs skataient encore pendant les entraînements des femmes, ce qui énervait tout le monde. Je me demandais alors c'est qui ce putain de gars. Honnêtement, parce que elle avait les cheveux courts et puis voilà, elle déchirait tout. Et quelqu'un m'a dit non, c'est Alexis Sablon. Et là, tout mon monde a explosé. J'étais là genre, oh mon Dieu, waouh, c'est vraiment elle. J'étais complètement impressionnée. Pour eux, j'avais juste disparu puis je suis revenue la tête rasée et ils se demandaient qui c'était. On a parcouru le monde ensemble, faisant des compétitions de skate et voyageant. Oui, c'est vraiment une de mes meilleures amies. Je veux dire, Alexis est vraiment une pionnière du skateboard féminin en street. En fait, je n'avais qu'Alexis et Alyssa comme modèles. Et elles viennent toutes les deux de la côte Est. Donc pour moi, c'était comme si c'était proche, tu vois. C'est vraiment une super skateuse, tu sais. Et elle est prête à tout essayer. Surtout quand j'ai commencé à la connaître, elle faisait les compétitions parce que c'est ce que les femmes devaient faire à l'époque pour devenir skateuse pro. Participer à tous ces contests. Je ne faisais pas de compétition en croyant que le skate était lié à la compétition. Je le faisais juste pour essayer de gagner un peu d'argent. Il y avait les X Games et tout le monde disait qu'il fallait absolument y participer. Et d'une manière ou d'une autre, je ne me souviens même plus comment, j'y suis entrée à nouveau comme remplaçante. Et c'était aussi la première fois aux X Games que la division féminine avait la même récompense que les hommes. Et puis j'ai fini deuxième et j'ai gagné genre 20 000 $. Alors je suis retournée à New York et je me suis dit, je suis riche. Je crois qu'au X Games suivant, j'ai gagné. Je skatais pour Organica qui voulait me faire passer pro et je filmais dans la rue, à ce moment-là aussi. J'ai déménagé à Los Angeles et j'y suis restée environ 9 mois et je devenais folle. Et c'est à peu près à ce moment-là. C'est là que j'ai décidé d'aller en école supérieure parce que je me disais juste, qu'est-ce que je fais ici? Ils ont promis de me faire passer professionnelle, mais rien n'a abouti. Ils annonçaient souvent des réunions la semaine suivante. On pourrait parler du marketing, puis je me souviens avoir essayé de leur envoyer des messages après, mais je ne sais pas. Quelqu'un a changé d'avis, et c'est juste que ça n'allait pas se faire. Oui, je veux dire, Alexis Sablon est un exemple de ce qui arrive à beaucoup de skateuses. Quand le skateboard est à la mode et que les marques ont de l'argent, tu sais, elles recrutent plein de filles. Et quand les choses commencent à se compliquer, la première chose à disparaître, ce sont les filles. Et Alexis Sablon a été, tu sais, la victime de cette situation encore et encore dans sa carrière. Et au lieu de se concentrer uniquement sur le skateboard, elle est tellement polyvalente qu'elle peut aller à l'école, faire son art et, tu sais, obtenir son master.
Je voulais vraiment aller au MIT, alors j'ai déménagé à Boston pour un master en architecture. Franchement, je dormais à peine pendant ces 3 ans et demi. J'étais un vrai zombie. Je ne voulais pas être architecte traditionnel. C'est un peu ce qui m'a ramené vers le skate ou poussé à envisager d'en faire un métier, car il faut bien que je gagne ma vie. À ce stade, c'est ridicule. Il doit bien y avoir un moyen d'être payé grâce au skateboard. Au début, je disais sans cesse à Grant, il faut qu'on mette Alexis sur Weekend. Elle n'avait pas de sponsor pour les planches. Je crois que je les ai mis en contact à l'aveugle. Je connaissais juste Alexis comme cette skateuse légendaire de P.G. Loudsworm pour Horrible Life. Ensuite, j'ai commencé à skater avec Trevor. Il m'a présenté Alexis et à partir de là, on a commencé à filmer ensemble. Je suis vite devenu ami avec elle et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à la faire rouler pour ma petite marque de skate. Elle était même encore meilleure en skate maintenant, alors que personne n'avait vu quoi que ce soit d'elle depuis des années. J'en ai parlé avec Grant qui m'a dit « Elle n'est pas déjà pro ?» J'ai répondu « Non, jamais eu de board à son nom. » Lui aussi était un peu perdu. Nous avons fait venir Alexis comme skateuse pro et directrice artistique et c'est nous qui l'avons officiellement passé pro, ce qui est incroyable. Au basket, c'est clair. Tu es en NBA ou non. En skate, c'est différent. Tu gagnes de l'argent en compétition, mais sans ton nom sur une planche, tu n'es pas pro. Ça a compté beaucoup pour moi. Je pense que j'ai du mal à apprécier les choses sur le moment. Pour moi, j'étais tellement stressée à l'idée de sortir des vidéos en même temps que la planche, que quand la vidéo est enfin sortie et que je n'étais pas en train de paniquer, j'ai vraiment pu être heureuse et me dire que j'avais enfin accompli ça. Que j'ai fait la direction artistique pour Weekend, donc je faisais tous les graphismes des planches et puis je faisais aussi des animations et tout ça. Donc oui, je me sentais vraiment bien là-bas. Je pense qu'avec le temps, ça a compliqué ma relation avec Grant parce qu'il était mon patron, il me filmait. Je dirais même que Alexis fait plus peur qu'Ave. Citez-moi là-dessus, même si je ne connais pas vraiment AV. Je ne sais pas, je crois que j'ai réalisé que je deviens vraiment intense quand je filme des trucs et que les choses ne se passent pas comme je veux. Et quand je me blesse physiquement, je deviens sans doute la pire version de moi-même. Mais à cause de la complexité de notre relation et parce que, tu sais, tu travailles 1 million d'heures à essayer de dessiner ce truc et puis ils disent « je ne sais pas, peut-être que ça devrait être d'une autre couleur » et là tu te dis « je te déteste ». Si je disais à Alexis « tu t'occupes du prochain », elle partirait. Donc j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de choses refoulées et du coup, quand on essayait aussi de filmer ensemble, je pense que ça ressortait peut-être de façon injuste. Je suis sûr que si on n'avait pas mélangé l'art avec le skate, elle ferait encore du skate pour nous, mais tout s'est trop mélangé à ce niveau-là. Je l'ai vu virer un photographe d'un spot. Je crois qu'il a essayé de lui dire de tourner un peu plus ses épaules ou quelque chose comme ça. Et elle lui a juste demandé s'il pouvait partir. Mec, c'est tellement classe. J'aimerais avoir le cran de faire ça. Ça dépend vraiment de la personne et de la façon dont elle dit les choses. Mais quand tu essaies de quelque chose et que quelqu'un te dit « tu devrais peut-être essayer comme ça » et que ce n'est pas quelqu'un avec qui tu as ce genre de relation, j'ai l'impression que là, c'est tout un flot de bagages Jace liés au genre, tout ce genre de trucs où tu te dis « il ne vient pas me dire comment faire du skate, bordel ». Là, ce n'est vraiment pas une bonne situation. Évidemment, je suis sûr que tout le monde a déjà entendu dire que Peng, dès qu'Anna entre dans une battle de tricks, tu ne veux même pas, tu gardes juste un visage impassible, tu ne souris pas, tu ne fais rien, parce que tu sais qu'elle est énervée. J'ai filmé Anna faire un switch flip sur ce 3 marches en Espagne. C'était une vraie bataille. Je pense que ça revient au fait d'être perfectionniste et de sentir au fond de moi que je suis capable de le faire. Et puis, quand le processus commence à te prouver le contraire, tu as tellement donné, tu es physiquement en train de t'effondrer et tu essaies de rester mentalement dans l'état d'esprit pour faire quelque chose que tu sais que tu peux faire.
Mais à chaque nouvel essai, tu souffres et tu te dis « je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir ». Mais tu es piégé parce que tu t'es toi-même enfermé là-dedans et tu te dis « je vais me le prouver à moi-même ». Elle glisse, se cogne le visage. Elle crie, ramasse sa planche et remonte simplement pour essayer. Celui-là, je l'ai vraiment réussi en roulant. Soudain, tu roules, tu as un trou noir et tu n'en reviens pas. C'est la meilleure sensation au monde, car tu es libre. Attends, donc c'était déjà un cours de tennis où les gens skataient ou comment ça s'est passé? Oui, il y avait ces 2 cours de tennis. Celui-ci était juste un terrain vide et l'autre était un do-it-yourself. Et la ville s'est dit que ce serait bien d'avoir quelque chose d'un peu plus permanent ici. Le budget ne permettait pas de construire un grand skatepark ou similaire. On m'a demandé « veux-tu faire une série de sculptures ?» Je suppose que le but était simplement d'être ludique, ouvert à différents niveaux de compétences et à tous les âges, et aussi que ce ne soit pas tout de suite évident comment on a envie de tout skater. Trevor vient vers moi car il n'est jamais venu ici. J'essaye encore de me réveiller. Je sais, j'ai trop froid. Ouais. Et j'ai mal à l'orteil. Oui, c'est comme ça que je l'imaginais. C'est vraiment dingue. Cela m'est venu à l'esprit ici. Tu sais, j'ai l'impression que d'habitude, dans les skateparks, on parle du flow et tu peux trouver des trajectoires, tu vois, et trouver des lignes. Mais pour moi, ce n'est pas forcément de pouvoir garder ta vitesse et de skater tout le parc d'un coup sans interruption. Je pense qu'elle veut surtout prouver un point, à savoir qu'on peut avoir une conception artistique et conceptuelle d'un skatepark tout en offrant quelque chose qui est vraiment praticable et utilisable, contrairement à ce qu'on voit habituellement où ils posent juste la même rampe ou le même ledge dans un parc. Évidemment, les meilleurs spots ont été conçus sans l'intention d'être utilisés pour le skate, et pourtant les skateurs trouvent toujours des moyens de les utiliser, mais il faut parcourir la ville pour trouver ces opportunités. Dans un skatepark, c'est comme si tout avait été soigneusement rassemblé au même endroit pour toi. Tout est parfait. Donc pour moi, c'est intéressant d'explorer quelque chose qui se situe un peu entre les deux. Non. Quand elle a rejoint Converse, on a commencé à voyager ensemble et à mieux se connaître. J'étais chez Converse depuis quelques années à ce moment-là. J'ai appelé Alexis pour qu'elle vienne à une réunion. J'ai dit « Hey, voilà ce qu'on peut faire pour toi. On se connaît depuis longtemps. Je te soutiens à 100%. Et si ça t'intéresse, c'est le moment. Allons-y. » Elle avait exprimé son envie de faire une chaussure pro. Mes souvenirs sont peut-être flous, mais c'est globalement ainsi que ça s'est passé. Avion pour New York pour les réunions, puis on s'est assis. On lui a montré notre technologie de semelle cup sur une semelle intérieure imprimée en 3D. Elle est rentrée chez elle, a passé la nuit à fabriquer cet échantillon de chaussures en papier mâché et ruban adhésif, puis est revenue le matin suivant à la réunion et a posé la chaussure sur la table en disant « Faites 5 ça ». C'est incroyable. En voyant ce modèle et la chaussure créée, c'est exactement ce qu'elle avait proposé. C'était la première fois que j'essayais alors de comprendre. Et c'est celle-ci que je leur ai envoyée. Tu sais, tu n'as droit qu'à quelques essais pour les échantillons et je suis vraiment très exigeante surtout. Je veux dire, tu peux dessiner des choses en 2 dimensions et ça devrait être la même chose, mais il y a plus de chances que le résultat soit différent sur l'échantillon. C'est fou de pouvoir avoir une chaussure signature et il n'y a pas tant de skateurs qui en ont. Et bien sûr, il y a encore moins de skatrices qui en ont. Je ne pense pas que les Jeux olympiques aient jamais été un rêve pour elle, mais c'était juste, bon, ces compétitions existent. Ils veulent que je participe. Autant les faire et voir ce qui se passe. Nous sommes tous allés voir les Jeux olympiques dans un bar à Oakland pour soutenir Alexis Sablon, pensant que ce serait sans doute la dernière fois qu'on verrait l'une des nôtres aux Jeux. Nous l'avons vu manquer le podium pour seulement 1/10 de point. Elle a fait un kickflip front 50-50 sur ce gros ledge, mais n'a pas posé son truck avant. Cela a fait la différence entre être médaillée ou juste olympienne, ce qui m'a semblé une belle métaphore du skateboard. Comme nos jambes, tu sais, ceux qu'on veut voir gagner, ils ne seront jamais vraiment sur le podium, tu vois.
surtout à l'avenir, avec les Jeux olympiques, ça va être difficile de voir une vraie skateuse arriver aussi loin parce que c'est un parcours tellement différent. Mais voir Alexis Sablon, c'était un moment énorme pour tout le monde dans la Bay Area et pour toutes les skateuses queer. Tout le monde criait, je me souviens de Chandler qui sautait partout et applaudissait et on était là à crier « Vas-y meuf !» On était toutes tellement excitées de la voir. Je ne sais pas, dans les années, je pense que les Jeux olympiques, un peu comme les X Games l'ont fait d'une certaine manière, ont introduit et légitimé le skateboard dans des endroits où les gouvernements locaux ne l'auraient peut-être pas accepté. Je me souviens quand on était gamin, on se disait qu'on aimait le skate parce que ça ne serait jamais aux Jeux olympiques. C'est vraiment quelque chose qu'on pensait et qu'on disait. Maintenant, c'est une opportunité, mais ça prend tellement de temps de pouvoir bien y concourir que ça te fait sacrifier beaucoup de choses que tu voulais sûrement quand tu étais jeune. Je n'ai suivi le parcours olympique qu'une fois. Je me souviens qu'elle filmait, publiait des vidéos et participait aux Jeux olympiques en même temps, ce que j'ai trouvé incroyable car c'est difficile de gérer les deux. À cause des Jeux olympiques et à cause de la façon dont le skate a changé, grandi et est devenu plus grand public, il y a toutes ces choses où on se dit « Oh non, ne faites pas ça au skate ». Mais en même temps, l'autre côté de la médaille, c'est que maintenant, je reçois vraiment un chèque parce qu'il y a toutes ces grandes entreprises impliquées et elles se disent « Attendez, c'est bizarre. Pourquoi on a une équipe de 20 hommes? C'est bizarre. Ça donne une mauvaise image. » Tu vois? Et donc, soudainement, il y a plus d'opportunités. Tu passes tout ce temps, des années, et tu donnes tellement de toi-même au skate, et même tes amis et ta famille qui n'en font pas. Ils ne comprennent pas, mais ils comprennent les Jeux olympiques, et ça les excite. Et tu te dis que c'est cool. Pour moi, c'était juste, je m'en fiche si ce n'est pas cool, c'est cool pour moi. Et c'est une opportunité de dingue que très peu de gens ont, et je fais des compétitions depuis longtemps, donc au final, quelle est la différence? Le skateboard féminin est probablement la partie la plus excitante du skate aujourd'hui. Elles ont apporté une énergie tellement cool avec un type de camaraderie différent. Il n'y a pas ce côté un peu macho, c'est compétitif, mais d'une manière, je ne sais pas, c'est unique. J'ai des images d'elle en train de parler mal à un flic à cheval à Miami. Il est genre 3 mètres au-dessus d'elle et elle ne se laisse pas faire parce qu'il nous vire. Elle faisait un kickflip dans le triangle où Elissa avait fait un ollie. C'est une figure inoubliable. L'endroit est tellement mémorable. La façon dont c'est filmé, tu vois, au début, tu vois juste elle, tu ne vois même pas le spot et elle pousse, puis la caméra se déplace et tu vois le gap dans le triangle et elle fait un ollie dedans et c'est, je sais pas, c'est juste une figure inoubliable. J'étais en voyage, je crois que c'était un voyage le temps d'un week-end. Et on était là et j'étais genre, oh mon Dieu, c'était soudainement juste devant moi. Et je me suis dit, on est au triangle. Je dois faire quelque chose ici, genre s'il y a une figure que je peux faire, c'est un kickflip. Ce serait tellement cool. Je veux dire, c'est terrifiant. Cet endroit fait vraiment peur. Je sais pas, j'ai eu l'impression d'être connectée, comme si ça me reliait à elle et à ce truc, tu vois, quelque chose que j'ai regardé quand j'avais 10 ans. Elle a récemment fait la couverture de Thrasher. Genre, il était temps, je sais pas, mais peut-être que c'est un peu négatif. Je trouve juste que c'est bien de voir une variété de personnes différentes sur les couvertures de Thrasher et pas seulement les plus grands rails ou peu importe ce qui se passe. On a publié toutes les photos d'elle qu'on n'a jamais reçues, mais il y en avait moins de 10. Dans les années 2000, tout était dominé par les vidéos et les magazines. Et ce qui alimentait les magazines, c'était les vidéos. Les interviews venaient de là, les couvertures aussi, c'était la grande histoire, c'était le grand spectacle. Et si elle n'était pas au premier plan là-dedans, tu oubliais un peu les gens. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais on a vraiment merdé. J'aurais aimé qu'on fasse un meilleur boulot pour raconter son histoire, pour l'impliquer dans le mag plus tôt, parce qu'elle est clairement très spéciale. Avec du recul, on peut voir ce qu'on aurait dû faire, mais quand on est dedans, on est tous à côté de la plaque, à crier et à gueuler,
mais on n'arrive pas à voir ce qui ne marche pas avant plus tard. Collectivement, on a fait ça en tant qu'industrie. Je pense qu'Alexis est toujours restée très fidèle à elle-même, mais en plus, elle ne cesse de s'améliorer à sa façon ou même de la meilleure façon possible. Je ne pense pas que le skateboard doive quoi que ce soit à qui que ce soit, mais elle mérite vraiment tout ce qu'elle reçoit. Le fait qu'elle ait réussi à tenir aussi longtemps, c'est un peu étrange, honnêtement. Rien de tout ça n'a commencé à lui arriver avant qu'elle ait la trentaine, tu vois? Mais oui, je pense qu'en ce qui concerne sa place dans le skateboard, elle doit clairement être considérée comme, je ne sais pas, une légende. Elle déteste sûrement ça, mais oui, c'est sûr. C'était un peu diabolique.